Pourquoi la France et l'Europe versent-elles des milliards à l'Ukraine tout en détournant les yeux ailleurs? Cette interrogation, à première vue inconfortable, s'est imposée au cœur du débat européen. Car ce qui semblait une exception est devenu la règle, un engagement massif, assumé, répété, alors que dans d'autres régions du monde, le silence prévaut. Pour comprendre ce paradoxe, il faut explorer en profondeur les rouages de la politique européenne, en s'appuyant sur l'histoire, la géopolitique, mais aussi sur des exemples concrets et des scénarios alternatifs. Depuis plus de 2 ans, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et une large coalition européenne déploient dans l'Anjou des moyens inédits pour soutenir Kiev. On évoque des dizaines de milliards d'euros, des chiffres vertigineux jamais atteints pour une crise extra-européenne depuis la Seconde Guerre mondiale. Le soutien s'incarne dans la fourniture d'armes sophistiquées, chars Leclerc, missiles Storm Shadow, drones Bayraktar achetés à la Turquie, batteries anti-aériennes, Iris-T allemandes, mais aussi dans l'envoi de fonds, de spécialistes, de formateurs et dans un appui humanitaire massif. Par exemple, la France a formé des centaines de soldats ukrainiens sur son sol, renouvelant une pratique abandonnée depuis la guerre d'Algérie. Cette mobilisation ne se limite pas à la sphère militaire. Les budgets débloqués pour la reconstruction de villes comme Kharkiv ou Odessa dépassent ceux accordés à certains départements français pour la totalité de leurs infrastructures en 20 ans. Les sommes engagées rappellent le plan Marshall d'après-guerre. Alors, les États-Unis avaient consacré 13 milliards de dollars de l'époque à la reconstruction de l'Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, l'Union européenne et ses membres se sont engagés à des montants équivalents, sinon supérieurs, si l'on tient compte de l'inflation et de la taille relative des économies. On présente cet effort comme un acte de défense de la liberté, de soutien à un peuple opprimé, de sauvegarde de la démocratie contre la tyrannie. Emmanuel Macron multiplie les appels à l'unité, à la responsabilité historique, à la nécessité d'incarner les valeurs occidentales. Les médias, les experts, les dirigeants, tous répètent le même récit. L'Europe ne peut rester passive face à l'agression. Mais au même moment, à quelques milliers de kilomètres, une autre tragédie se joue sans susciter la même mobilisation. Gaza, territoire enclavé, subit des bombardements massifs. Des milliers de morts, des quartiers entiers rayés de la carte, des enfants ensevelis sous les décombres. Ici, aucune coalition ne se forme. Pas de conférence de presse solennelle, pas d'annonce de livraison d'aide massive. Les images des hôpitaux détruits, des familles déplacées, des écoles frappées, ne suscitent qu'un écho timide dans les chancelleries européennes. Quelques communiqués parfois, mais aucune action à la hauteur des enjeux. Ce contraste est glaçant. Un seul exemple, au lendemain de la destruction de l'hôpital Al-Ahli à Gaza, l'Union européenne s'est contentée d'appels au calme, sans sanctions, sans mesures concrètes. Pourtant, en Ukraine, chaque frappe sur une centrale électrique déclenche immédiatement la promesse de nouveaux fonds, de nouvelles armes. Pourquoi cette différence de traitement? Les principes seraient-ils à géométrie variable? La vie d'un enfant palestinien aurait-elle moins de valeur que celle d'un enfant ukrainien? L'Europe agit-elle vraiment au nom de la justice ou selon d'autres intérêts? L'histoire regorge de moments où la rhétorique des valeurs a servi de paravent à des logiques de puissance. On se souvient du Rwanda en 1994, où, malgré le génocide, la France et d'autres puissances européennes ont hésité à intervenir, invoquant la complexité du contexte. A l'inverse, lors des guerres balkaniques, l'OTAN a fini par bombarder la Serbie pour défendre les droits humains. La sélectivité de l'engagement n'est donc pas nouvelle. Quand certains réclament la même mobilisation pour Gaza, le Yémen ou la République démocratique du Congo, ils se heurtent à l'indifférence, à l'inaction. En République centrafricaine, la France a mené des opérations militaires pendant des années, mais l'aide économique est restée faible, conditionnée à des réformes politiques. En Syrie, l'Europe a imposé des sanctions, mais sans jamais envisager un effort comparable à celui déployé en Ukraine. Ce deux poids, deux mesures est lourd de conséquences. Fermer les yeux sur ce récit officiel, c'est risquer de perdre toute lucidité sur les véritables motivations des politiques étrangères européennes. Comprendre ces choix, c'est défendre notre souveraineté, notre avenir, notre droit d'exiger des comptes. Car derrière l'altruisme affiché se cachent souvent des intérêts économiques, stratégiques ou politiques parfois inavouables. Mais qui décide vraiment de ces priorités? Pour le comprendre, il faut dépasser les discours officiels et plonger dans les mécanismes de décision européens. Derrière la façade d'unité se cachent des alliances inédites et des dizaines de milliards d'euros mobilisés en quelques semaines. Comment cette coalition s'est-elle mise en place? Qui en est le moteur et pour quels intérêts? Tout commence en février 2024, à Paris.
Emmanuel Macron réunit en urgence les chefs d'État et de gouvernement de plus d'une dizaine de pays européens. À huis clos, sans presse, il discute des moyens de soutenir l'Ukraine. À la sortie, Macron annonce la création d'une coalition de volontaires, une structure informelle, souple, sans traité, où chaque pays s'engage à la carte selon ses moyens et ses intérêts. La France, avec Macron en chef d'orchestre, prend la tête. Rapidement, le Royaume-Uni annonce son soutien. L'Allemagne, initialement hésitante, finit par rejoindre le mouvement sous la pression de ses partenaires et de sa propre opinion publique. La Pologne, les États baltes, la Scandinavie, tous s'alignent, chacun pour des raisons différentes. Contenir la Russie, rassurer leur propre population, ne pas risquer l'isolement diplomatique ou profiter de la manne financière qui accompagne ces engagements. Le mécanisme est inédit. Contrairement à l'OTAN, il n'y a pas d'obligation mutuelle, pas de vote à l'unanimité, pas de traité contraignant. La coalition de volontaires permet à chaque État de calibrer son engagement, d'annoncer une aide symbolique ou massive, de se retirer sans perdre la face ou au contraire de s'afficher comme leader. Ce modèle rappelle la coalition des volontaires formée lors de la guerre d'Irak en 2003, où chaque pays avait choisi son niveau d'implication sans passer par l'ONU ou l'OTAN. Les promesses affluent. Chars, missiles, batteries de défense aérienne, drones, mais aussi formation de soldats, assistance humanitaire, prêts et subventions. En quelques mois, les annonces s'enchaînent, chaque semaine apportant son lot de milliards supplémentaires. Par exemple, en mars 2024, l'Allemagne promet 3 milliards d'euros pour la reconstruction de Kiev, tandis que le Royaume-Uni annonce la livraison de 100 missiles Storm Shadow supplémentaires. Le rythme s'accélère comme si le temps était compté. À Paris, à Londres, à Berlin, les gouvernements rivalisent d'initiatives pour afficher leur solidarité. La France, traditionnellement prudente en matière militaire, adopte une posture inédite. Livraison de chars Leclerc, formation de pilotes de chasse ukrainiens, soutien à l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. Cette rupture rappelle celle opérée par la France lors de la crise du Mali, où, du jour au lendemain, elle a décidé d'intervenir militairement pour, officiellement, soutenir la démocratie et la stabilité. Mais pourquoi cette mobilisation soudaine, après 2 années de guerre ? Jusqu'ici, l'aide était dispersée, hésitante, souvent conditionnée à des réformes ou à des garanties sur l'utilisation des fonds. Désormais, la coordination est spectaculaire, Macron en meneur inattendu. Ce changement de rythme s'explique-t-il par une évolution du conflit, par la pression américaine ou par des calculs internes à l'Europe ? Les discours officiels parlent de solidarité, de défense de la démocratie, d'impératif moral. Pourtant, l'histoire montre que les choix géopolitiques se font rarement sur des critères purement éthiques. En 2011, l'intervention en Libye avait aussi été justifiée par la protection des civils, mais le contrôle du pétrole libyen était un enjeu implicite. En Ukraine, les intérêts économiques, stratégiques, politiques sont tout aussi présents, même si rarement mis en avant. Derrière les déclarations, des choix très concrets s'opèrent. Redistribution des ressources, renforcement des positions sur le marché de l'armement, reconfiguration des alliances. La France profite de l'occasion pour vendre ses équipements militaires, renforcer son influence à l'Est et se positionner en leader européen. L'Allemagne, inquiète pour son approvisionnement énergétique, cherche à sécuriser de nouveaux contrats gaziers avec l'Ukraine. Le Royaume-Uni, après le Brexit, veut démontrer qu'il reste une puissance indispensable sur le continent. Ce n'est pas seulement une question d'altruisme, mais une bataille pour la survie politique, économique et géopolitique de chaque capitale. La véritable lutte se joue dans les coulisses, loin des caméras, dans les négociations secrètes, les échanges de promesses, les calculs d'influence sur le long terme. Mais qui décide de l'allocation de ces ressources ? Comment se répartissent les bénéfices et les risques ? Prenons l'exemple de la gestion des fonds européens. Une partie de l'aide transite par la Banque européenne d'investissement qui impose des conditions strictes: ouverture du marché ukrainien aux entreprises européennes, privatisation, respect de normes environnementales. Les contrats d'armement, eux, profitent indirectement aux industriels français, allemands, britanniques, qui voient que leur carnet de commandes exploser. Par exemple, Nexter, le fabricant du char Leclerc, a vu ses bénéfices doubler en 1 an. Les risques, eux, sont mutualisés. La dette contractée par l'Ukraine est garantie en partie par les États membres, c'est-à-dire par les contribuables européens. Si l'Ukraine ne peut rembourser, ce sont les budgets nationaux qui seront mis à contribution. Ce mécanisme rappelle celui de la crise grecque, où les prêts de sauvetage accordés par l'Union européenne ont fini par peser sur les finances publiques des autres pays. Quand les principes s'arrêtent là où commencent les intérêts, le masque tombe. L'Europe révèle alors ses priorités réelles, sans artifice.
Ce constat s'illustre parfaitement dans le contraste entre l'engagement en Ukraine et le silence sur Gaza. À Gaza, les destructions sont massives. Selon les Nations Unies, pourtant plus de 30 000 civils ont trouvé la mort en moins d'un an. Le blocus prive une population entière d'eau, de nourriture, de soins. Pourtant, l'aide européenne reste symbolique. Quelques millions d'euros pour les ONG, pas de coalition, pas de sanctions, pas de sommet d'urgence. Ce silence n'est pas accidentel. Il s'inscrit dans une longue tradition d'adaptation des principes aux intérêts du moment. Prenons l'exemple du Yémen, en guerre depuis 9 ans. Malgré une catastrophe humanitaire qualifiée de la pire au monde par l'ONU, l'Europe a continué à vendre des armes à l'Arabie saoudite, engagée dans le conflit. Les droits humains deviennent alors malléables, adaptés à la nature de l'allié ou de l'adversaire. À chaque crise majeure, la réaction européenne fluctue en fonction de l'intérêt stratégique, de la position des partenaires, des enjeux économiques. Parfois, la complicité est tacite, comme lors de la répression au Bahreïn en 2011. Parfois, l'indifférence est totale, comme en République centrafricaine. Regardons les sanctions. Elles s'abattent sur ceux désignés comme ennemis, la Russie, l'Iran, la Syrie, mais jamais sur les alliés, même lorsqu'ils bombardent, affament ou répriment. L'Arabie saoudite a bombardé le Yémen pendant des années sans jamais subir la moindre sanction européenne. Cette sélectivité n'est jamais assumée publiquement, mais elle guide toutes les grandes décisions. Derrière les grands mots, les principes européens servent trop souvent de paravent. On brandit la démocratie, la liberté, la protection des innocents, jusqu'à ce que cela devienne gênant ou coûteux. Alors les valeurs s'effacent, cédant la place à la froide logique des intérêts nationaux. Ce double jeu ne date pas d'hier. Dans les années 60, la France a soutenu des dictateurs en Afrique pour préserver son accès à l'uranium et au pétrole, tout en prônant les droits de l'homme à l'ONU. Le vrai danger ? À force de tolérer ces doubles standards, la confiance des citoyens s'effondre. Les opinions publiques deviennent cyniques, désabusées, acceptant des récits biaisés qui justifient l'injustifiable. Peu à peu, la société devient malléable, incapable de séparer le vrai du faux, prisonnière de la communication politique. Mais si ce ne sont pas les valeurs qui dictent ces choix, qu'est-ce qui explique vraiment l'aide géante à l'Ukraine ? Pour le comprendre, il faut décrypter la mécanique réelle derrière ce soutien sans précédent. Derrière chaque milliard officiellement promis à l'Ukraine, une partie invisible de la partie se joue, une conquête silencieuse de ressources, d'influence et de leviers durables sur le pays. L'Ukraine concentre à elle seule environ un tiers des terres noires mondiales, des sols d'une fertilité exceptionnelle. Depuis quelques années, la levée de certains verrous légaux permet à des investisseurs étrangers d'accéder à des millions d'hectares de terres agricoles, souvent via des sociétés écrans ou des filiales discrètes. Les plus grands groupes agro-industriels européens et américains, comme Cargill, Bayer ou Louis Dreyfus, ont acquis ou loué des surfaces colossales. Les contrats sont signés pour 30, parfois 50 ans, garantissant le contrôle de la production céréalière, des semences et parfois même de la transformation agroalimentaire. Mais la véritable richesse de l'Ukraine se trouve sous la surface. Le pays dispose de réserves majeures de gaz, de charbon, de pétrole, mais aussi de minéraux stratégiques, lithium, titane, graphite, terres rares. Ces ressources sont cruciales pour la transition énergétique européenne, la fabrication de batteries, les industries de pointe. La guerre, ajoutée à la dépendance financière, force l'Ukraine à céder ses actifs à bas prix, souvent dans des conditions dictées par les créanciers occidentaux. Par exemple, le groupe américain Westinghouse a obtenu des contrats de plusieurs milliards pour équiper les centrales nucléaires ukrainiennes en combustible, privant la Russie d'un marché historique. Le nerf de la guerre, c'est la dette. La majeure partie de l'aide prend la forme de prêts, non de dons. Comme en Grèce après 2008 ou en Argentine dans les années 2000, l'accumulation de dettes finit par contraindre le pays à céder des actifs stratégiques, à privatiser ses entreprises publiques, à ouvrir son marché aux multinationales occidentales. Les exemples abondent. En Grèce, les aéroports, les ports, les réseaux d'électricité sont passés sous contrôle étranger après la crise de la dette. En Ukraine, le même scénario semble se dessiner. Les géants agricoles français, allemands, britanniques s'installent durablement. Les énergéticiens américains sécurisent l'accès au gaz, au pétrole, au lithium. Chaque puissance prend pied sur un secteur clé pour façonner à long terme le paysage économique ukrainien. Ce n'est pas de l'altruisme, mais une stratégie d'ancrage et d'influence.
Même l'aide humanitaire sert parfois d'instrument politique, conditionnant le versement des fonds à la libéralisation du marché foncier, à l'ouverture à la concurrence étrangère, à la privatisation des entreprises publiques. La Banque mondiale, le FMI, impose des réformes structurelles en échange des prêts, comme ils l'ont fait dans de nombreux pays du Sud. Penser que ces interventions n'auraient pour but que la défense de la démocratie, c'est ignorer l'enjeu central, le contrôle des ressources stratégiques du XXIe siècle, la perte progressive de l'autonomie des peuples concernés. Cette mécanique ne s'arrête pas aux frontières de l'Ukraine. À travers elle, c'est tout l'équilibre des puissances européennes qui se redessine. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni cherchent à sécuriser leurs approvisionnements, à renforcer leur influence, à façonner l'avenir du continent. Quand l'aide généreuse devient un levier d'influence, l'Europe avance parfois masquée. L'aide s'accompagne-t-elle toujours d'un prix caché sur les valeurs? Un exemple frappant, en pleine guerre, alors que l'Ukraine lutte pour sa survie, la question du mariage pour tous surgit dans le débat public. Un sujet auparavant tabou dans une société encore marquée par le conservatisme. Or, dans les couloirs de Bruxelles et de Paris, l'adoption de standards occidentaux sur les droits des minorités devient une condition tacite à l'octroi de l'aide. L'adhésion à l'Union européenne ne se limite plus à des réformes économiques ou techniques, mais implique une transformation sociale profonde. La France, avec Emmanuel Macron en première ligne, amplifie cette pression douce mais constante. Le président français ne se limite plus à la diplomatie classique. Il incarne une vision d'une Europe moderne, progressiste, alignée sur des principes sociétaux précis. L'engagement de Brigitte Macron pour les droits LGBT, très visible à Paris, s'étend désormais à la politique extérieure, renforçant l'influence française à Kiev. Ce phénomène rappelle l'exportation des modèles sociaux américains en Europe après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le plan de Marshall était assorti de conditions sur la modernisation de la société. À Paris comme à Kiev, la transformation sociale s'organise. Financement d'ONG, campagne de sensibilisation, lobbying politique. Les ONG européennes, alimentées par des fonds publics, deviennent des relais entre idéaux affichés et réalités imposées. Progressivement, la société ukrainienne est remodelée sous l'impulsion de l'aide étrangère. Le timing est révélateur, chaque prêt, chaque livraison d'armes, chaque programme d'assistance est assorti d'attentes précises. Pour survivre, Kiev doit accepter des changements sociaux qu'elle n'aurait peut-être jamais adoptés en temps de paix. Le risque devient limpide. L'Ukraine pourrait voir son tissu social transformé sous contrainte, non par un débat démocratique, mais par l'influence extérieure. Les choix de société ne sont plus le fruit d'un dialogue interne, mais le résultat d'un rapport de force internationale. La souveraineté culturelle est alors troquée contre l'urgence des besoins vitaux. Cette stratégie rappelle celle utilisée par les États-Unis en Amérique latine dans les années 80, où l'aide économique était conditionnée à l'adoption de politiques néolibérales. Ce jeu d'influence, masqué par l'altruisme affiché, pose une question brûlante. Jusqu'où une nation peut-elle façonner l'avenir d'une autre au nom de la solidarité ? À quel prix pour ceux qui reçoivent l'aide comme pour ceux qui la financent? Mais qu'en est-il des véritables intérêts derrière cette générosité? Pour comprendre ce qui se joue, il faut regarder où va l'argent et à qui il profite réellement. Rien n'est jamais gratuit dans l'arène de la politique internationale. Sous chaque promesse d'aide, chaque envolée lyrique couve une stratégie, un calcul froid. L'Europe, guidée par la France et Emmanuel Macron, déverse sur l'Ukraine des milliards d'euros, des montagnes d'armes, des engagements affichés de soutien indéfectible. Les discours officiels invoquent la démocratie, les valeurs universelles, la défense de la liberté. Mais la réalité, c'est plus âpre. Il s'agit d'abord de protéger des intérêts concrets, mesurables. Les contrats d'armement, par exemple, permettent de soutenir l'industrie nationale, d'assurer des emplois, de renforcer la balance commerciale. Les investissements dans l'agriculture ukrainienne garantissent l'approvisionnement en céréales, alors que la guerre en Russie a fait flamber les prix du blé. Lorsque des milliers de civils meurent à Gaza ou ailleurs, l'Europe se tait. Pas de coalition, pas de sanctions majeures. L'aide humanitaire reste discrète, les grandes déclarations s'évanouissent. Pourquoi ? Parce que les enjeux stratégiques européens y sont absents ou secondaires. En Afrique, des millions de personnes souffrent de famine ou de conflits armés, mais l'aide européenne demeure marginale, souvent conditionnée à des intérêts commerciaux ou sécuritaires. Ce double standard n'est ni une erreur ni un hasard. Il reflète la logique profonde des puissances. Intervenir là où l'on peut accroître son influence, là où l'accès aux ressources, au marché ou à la domination géopolitique est possible. Tout se joue sur l'équilibre des forces, la rentabilité des engagements, la préservation de ses propres intérêts.
Un exemple historique, lors de la guerre du Biafra, dans le Nigeria des années 60, la France a soutenu la sécession pour affaiblir la puissance anglo-saxonne et accéder au pétrole, tout en proclamant défendre les droits des minorités. L'Ukraine offre à l'Europe, et surtout à la France, une occasion unique: étendre sa zone d'influence, sécuriser l'accès à des terres rares, des céréales, du gaz, et s'affirmer face à la Russie. L'aide massive devient un investissement, une avance sur dividendes politiques, économiques et symboliques. Rien n'est laissé au hasard. À Paris, cette mobilisation nourrit aussi une ambition nationale: imposer la France comme chef de file du continent, devancer l'Allemagne, prouver que Paris reste un acteur incontournable. Derrière la générosité affichée se livre une bataille de leadership pour façonner l'ordre européen. Mais à quel prix? Ces milliards investis ne tombent pas du ciel. Ils sortent des poches des contribuables européens, s'accumulent en dettes contractées au nom de la solidarité, et pèseront longtemps sur l'avenir des générations futures. Chaque euro engagé aujourd'hui, c'est un choix qui impacte la souveraineté, le système de santé, l'éducation, la protection sociale, le pouvoir d'achat. Devant cette réalité, une question s'impose: jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Jusqu'à quel point sacrifier nos ressources, notre influence, parfois même notre indépendance, pour des causes décidées dans l'opacité des sommets diplomatiques? Sommes-nous de simples spectateurs ou avons-nous encore prise sur notre destin collectif? La vigilance commence par une lecture lucide des discours officiels. Il ne suffit pas d'écouter la rhétorique du bien contre le mal, de s'arrêter à l'émotion, aux images marquantes. Il faut interroger les intérêts à l'œuvre, comparer les engagements selon les pays, analyser qui bénéficie réellement des milliards débloqués. Pour ne plus être dupe, un seul chemin: s'informer, croiser les sources, défendre l'indépendance des médias, questionner ce qui nous est présenté comme une évidence. Scénario pratique. Imaginons qu'un citoyen lambda veuille comprendre l'impact réel de l'aide à l'Ukraine. Il pourrait par exemple comparer le montant des aides versées à Kiev avec celles destinées à l'Afrique subsaharienne ou à l'Afghanistan après le retrait des troupes occidentales. Il découvrirait que l'Ukraine reçoit, en 2 ans, plus de fonds que l'ensemble de l'Afrique sur une décennie. En interrogeant son député, en demandant des comptes sur la répartition des fonds, en exigeant la transparence sur les contrats signés, il peut contribuer à rétablir un certain équilibre démocratique. La politique internationale est un théâtre d'ombre. Les véritables alliances, les vrais enjeux, n'apparaissent plus qu'à ceux qui osent regarder derrière le rideau. Refusons la douce anesthésie des grands discours. Exigeons des comptes, demandons la transparence. Car les décisions d'aujourd'hui dessinent déjà le visage de la société de demain. Et si l'on veut que nos valeurs aient encore un sens, il faut exiger qu'elles s'appliquent à tous, sans exception ni géométrie variable.